Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet qui est l'analyse de la capacité portante des sols argileux. Donc pour commencer, notre projet est parti d'un constat qu'on a tous déjà entendu ici au Québec. Le sol est souvent problématique quand on veut construire. Et ce n'est pas un hasard. Une grande partie de nos sols contient de l'argile, et cette argile vient de l'ancienne mer de Champlain, qui recouvrait tout le territoire il y a des milliers d'années. Quand cette mer s'est retirée, elle a laissé des dépôts d'argile un peu partout dans la vallée du Saint-Laurent. Aujourd'hui, ces sols causent des problèmes réels lors des constructions. Les bâtiments peuvent s'enfoncer, le sol peut se déformer, et dans les pires des cas, ça peut provoquer des glissements de terrain. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment les différentes fondations influencent-elles le comportement d'un sol argileux? Pour y répondre, on a fabriqué trois types de fondations en béton et on a ajouté des masses dessus progressivement pour voir comment le sol réagit. Donc les trois fondations qu'on a testées, c'est le radier en premier, qui est une dalle pleine qui couvre toute la surface. Après on a les semelles larges, qui sont seulement sous les murs porteurs mais sur une bonne largeur. Et on a les semelles fines, qui sont pareilles aux semelles larges mais avec une surface de contact beaucoup plus petite. Et on a testé tout ça sur trois sols différents, le gravier, le sable et l'argile. Donc avant de rentrer dans les résultats, il faut comprendre la théorie derrière tout ça. Donc le concept le plus important de notre projet, c'est la capacité portante. C'est simplement la pression maximale qu'un sol peut supporter avant de commencer à se déformer. Tant qu'on reste en dessous de cette limite, le sol tient. Dès qu'on la dépasse, le sol s'enfonce ou se rompt. Donc pour calculer cette capacité portante, on a utilisé la formule de Terzaghi. Donc pour mieux comprendre, c'est une formule utilisée en géotechnique, donc dans le domaine de l'ingénierie des sols. Elle dépend de deux grandes choses. On a les propriétés du sol d'un côté et les caractéristiques de la fondation d'un autre côté. Donc du côté du sol, il y a trois variables. On a la cohésion C, c'est ce que fait les particules pour rester collées ensemble. Puis on a l'angle de frottement, c'est la résistance du sol au glissement entre ses propres particules. Et on a le poids volumique, c'est juste la densité du sol, son poids par mètre cube. Donc à partir de l'angle de frottement, on calcule les trois facteurs NC, NQ et N-gamma. NC représente la contribution de la cohésion à la résistance du sol. NQ représente l'effet de la profondeur d'ancrage de la fondation. Donc plus elle est profonde, plus ce facteur est grand. Et N-gamma représente l'effet du poids du sol directement sous la fondation selon sa largeur. Du côté de la fondation, il y a la largeur B et la profondeur d'ancrage D. Donc plus la fondation est large, plus elle répartit la charge. Donc moins de pression à chaque point. Et plus elle est profonde, plus elle bénéficie de la résistance des couches stables en dessous. Maintenant, il y a trois principes simples qui viennent après tout ça. Le premier, c'est le principe de l'humidité. Donc l'humidité diminue la résistance du sol. L'argile tire presque toute sa résistance de sa cohésion. Quand le sol est sec, cette cohésion est forte et le sol tient bien. Mais quand il y a de l'eau, elle glisse entre les particules, les sépare et la cohésion peut s'effondrer. La capacité portante chute drastiquement. C'est pourquoi il y a des glissements de terrain au Québec qui arrivent souvent après de grosses pluies ou le dégel au printemps. Donc le sol absorbe l'eau, perd sa résistance et finit par céder. Le deuxième point, c'est la pression. Elle dépend de la surface de contact. C'est le principe de P égale F sur A. La même masse sur une grande surface donne une pression faible et la même masse sur une petite surface donne une pression beaucoup plus grande. C'est exactement ce qui différencie nos trois fondations. Le radier répartit mieux les charges. Après, on a les semelles fines qui les concentrent beaucoup plus. Troisièmement, le sol se déforme quand la pression dépasse sa capacité portante. C'est le point critique. Donc, tant que la pression reste en dessous de la limite, tout va bien. Mais dès qu'on la dépasse, le sol va s'enfoncer et si on continue, ça va amener à une rupture complètement. Ça peut aussi entraîner un glissement de terrain. Désormais, on peut s'intéresser à la démarche expérimentale que nous avons mis en place, ainsi qu'aux résultats qu'elle a donnés. D'abord, notre montage. Tel que vous pouvez le constater, nous avons utilisé une boîte de carton dans un bac de plastique plus grand afin de limiter la quantité de sol utilisée.
Dans ce récipient de carton, nous avons justement mis le sol à tester, que ce soit l'argile, le sable ou le gravier. Nous avions 3 réplicas de bacs pour tester les 3 sols différents. Par-dessus le sol, nous posions la fondation, sur laquelle nous pouvions rajouter les masses, mais pour que les masses soient mieux réparties vers la fondation, nous utilisions avant cela un support entre la fondation et les masses. Cela nous permettait aussi de mettre les masses sur la fondation avec plus de facilité, puisque les fondations elles-mêmes étaient plutôt petites, alors que les masses plutôt grandes. Ensuite, ce support servait aussi à tenir 2 aiguilles d'indication. Ces aiguilles pointaient chacune vers une règle. C'est là que nous prenions nos mesures. Vous pouviez vous intéresser et vous demander mais pourquoi 2 règles? Vous allez observer mieux dans les résultats et dans l'analyse pourquoi les 2 règles ont été utiles, mais généralement c'est pour mesurer ce que nous appelions le déplacement sur l'axe des X et celui sur l'axe des Y, quoique ce n'était que la hauteur que nous mesurions à chaque fois. Pour ce qui est des résultats, nous avons créé 3 graphiques qui résument à merveille notre expérience. Cependant, ils sont plutôt chargés. Commençons donc par regarder un seul graphique, celui de la fondation en radier, et commençons même par plus exactement regarder uniquement sur le gravier. On peut donc observer qu'il y a 2 lignes bleues qui représentent l'enfoncement que la fondation a subi en fonction de la masse qui a été ajoutée dessus. Tel qu'on peut le voir, même s'il y a une petite différence entre l'axe X et Y, chacun représenté par une des 2 lignes, la différence n'est pas significative et au final, toutes les deux montrent un enfoncement de environ 2 mm à la fin. Cependant, si on s'intéresse plutôt au sable, nous pouvons voir quelque chose de très différent. Une des 2 lignes indique qu'un enfoncement mineur, alors que l'autre montre un très grand enfoncement avec une énorme incertitude. Cela est probablement dû à un enfoncement en angle. Comme vous pouvez le voir ici, la fondation a probablement à peine bougé sur un de ses axes et énormément sur l'autre. L'incertitude très grande s'explique par le fait que nos résultats sont une moyenne de 2 tests que nous avons faits sur chacune des fondations avec chacun des sols. Donc, la moyenne indique qu'une des 2 fois, il y a eu un enfoncement en angle et l'autre, l'enfoncement a été plus égal. Puis, pour ce qui est de l'argile, on a un résultat légèrement différent. Il s'enfonce bien et surtout, nous n'avons pas pu ajouter toutes nos masses sur les fondations lorsqu'elles étaient posées sur l'argile, puisque l'argile commençait à s'enfoncer de façon indéfinie. Le tout s'écroulait donc. L'expérience de l'argile s'arrêtait avec des masses inférieures à celles sur le sable ou le gravier. Maintenant, on peut regarder les graphiques pour les semelles larges et les semelles fines. Et tel qu'on peut le voir ici, les semelles larges sur le gravier subissent un effet similaire au radier sur le sable, donc un enfoncement en angle. Dans la section suivante qui sera l'analyse, nous allons expliquer pourquoi cela est le cas. Puis, pour ce qui est du reste, donc le sable sous les semelles larges et le sable et le gravier sous les semelles fines, nos résultats sont plutôt similaires avec un très léger enfoncement. Ce qui est surtout très intéressant à voir, c'est l'argile, le sujet auquel on s'intéressait et qui nous a donné des résultats plus spéciaux. En effet, le radier a eu un enfoncement indéfini sur l'argile lorsqu'on était entre 18 et 19 kg, tandis que les semelles larges, qui ont une aire de base un peu plus petite, elles ont subi un enfoncement indéfini entre 12 et 17 kg, ce qui est inférieur au radier. Et les semelles fines, elles, cet enfoncement s'est produit entre 8 et 9 kg, donc significativement plus bas qu'au radier. On peut donc voir ici l'impact qu'a l'aire de la base sur l'enfoncement des semelles. Donc, pour l'analyse, une première question qu'on s'est posée est pourquoi le sol s'enfonce-t-il parfois de manière inégale, comme avec les semelles larges sur le gravier ou avec le radier sur le sable? Cela est probablement dû à un placement pas tout à fait horizontal de la fondation au début. Ceci fait en sorte que lorsqu'on ajoute des masses par-dessus la fondation, ces masses n'ont pas uniquement une composante verticale, mais créent aussi une composante horizontale. Il y a donc une asymétrie dans le montage, ce qui peut créer cet effet. De plus, le sol n'était peut-être pas parfaitement homogène. Certaines particules avaient donc tendance à plus se compresser alors que d'autres non. Ceci peut aussi créer le débalancement que nous avons pu observer. La deuxième question de l'analyse est pourquoi les résultats changent selon les conditions du sol. La réponse revient exactement aux 2 propriétés qu'on a déjà vues dans la théorie, c'est le frottement et la cohésion. Donc le gravier, c'est le sol le plus stable qu'on a testé. Ces particules sont grosses et anguleuses, elles s'accrochent entre elles et créent un frottement interne très très fort. Le
Ce frottement empêche les particules de glisser, donc le sol résiste bien aux charges. Le sable, c'est le même principe, mais en moins efficace. Donc les grains sont plus petits et plus ronds, donc elles se bloquent moins bien entre eux. Le frottement est là, mais plus faible. Et enfin, pour l'argile, c'est le cas le plus critique. Ces particules sont minuscules, des centaines de fois plus petites que le sable, et son angle de frottement est presque nul. Donc ce qui lui donne normalement sa résistance, c'est sa cohésion. Mais dans notre expérience, l'argile était humide. Et comme on vient de l'expliquer, l'eau détruit toute cohésion. Donc le sol argileux n'avait ni frottement efficace ni cohésion. C'est pour ça que c'est lui qui a cédé le plus tôt, avec la charge la plus faible, pour toutes les fondations qu'on a testées. Pour ce qui est des sources d'erreur, nous avons d'abord l'échelle réduite. En effet, notre expérience se faisait à une échelle significativement plus petite que la réalité ou même les autres expériences sur les sols et les fondations. Ainsi, une particule sous notre fondation était significativement plus grande qu'une particule similaire sous une vraie fondation, relativement à la taille de la fondation elle-même. Par exemple, une réelle fondation se tient probablement sur des milliards de grains de sable ou d'argile, tandis que la nôtre se tenait sur une bien moins grande quantité, peut-être quelques centaines de grains de sable. Ces chiffres ne sont pas réels, mais ils représentent approximativement la différence qui existe. Donc, notre fondation va se comporter de façon beaucoup plus inattendue, puisque un seul grain de sable ou un seul gravier placé bien ou mal risque de grandement changer nos résultats. Tandis que dans la vraie vie, il y a beaucoup plus de particules, ce qui va généralement revenir à une moyenne et avoir des résultats plus stables que ce que nous avons obtenu. Ça explique aussi partiellement l'énorme incertitude que nous avions dans nos graphiques. Deuxièmement, de façon très importante, expérimentalement, nous n'avons pas vraiment testé la capacité portante. Nous avons surtout testé le tassement, principalement pour le gravier et le sable, puisqu'on peut voir que ces deux-là ne se sont jamais complètement effondrés, contrairement à l'argile qui a au moins eu un enfoncement indéterminé à un certain point. Le gravier et le sable se sont simplement compactés de quelques millimètres. Donc, les formules que nous avons utilisées en théorie s'appliquent à la théorie, mais pas nécessairement à ce que nous avons testé expérimentalement. Et le fait que nous avons testé le tassement explique aussi une source d'erreur que nous avons commis, puisque nous n'avons pas brassé le sol entre chacun de nos essais. Les tests que nous avons faits d'abord, donc le radier puis la semelle large, ont plus compacté le sol. Donc, lorsque nous en sommes venus à la semelle fine, le sol était déjà très tassé. Il y avait donc moins d'air entre les particules qui auraient pu partir et se compresser. On peut donc voir très légèrement, de façon non significative, que la semelle fine performe même mieux que les semelles larges ou le radier, ce qui va à l'encontre de la théorie. Réalistiquement, il est probable qu'elles se comporteraient toutes de façon similaire. La semelle fine a simplement été testée sur un sol déjà plus compact, donc qui a tendance à moins se tasser. Troisièmement, la taille du bac limite fortement notre expérience, puisque dans la vraie vie, il y a du sol dans toutes les directions. Ici, le bac était peu profond et avait des murs relativement proches de la fondation. Donc, les bulbes de pression qui étaient créés par la fondation vers le sol n'étaient pas que distribués vers le sol. Ils étaient aussi distribués vers le bac en plastique et les murets de carton qui soutenaient donc la fondation partiellement. Ce n'était donc pas uniquement le sol qui recevait les forces. Et finalement, pour ce qui est des enjeux environnementaux et éthiques de notre projet. D'abord, tel que nous l'avons mentionné précédemment, les glissements de terrain sont une grave cause de préoccupation au Québec. Tel que ce graphique le montre, depuis 2017, les demandes d'aide au gouvernement suite à des glissements de terrain ont explosé et la tendance ne risque pas de changer. En effet, souvent, l'urbanisation va nous pousser à construire sur des nouveaux territoires qui, au Québec, sont plus souvent qu'autrement des sols argileux, instables, sur lesquels il est donc dangereux de construire. Grâce à des projets comme celui-ci, on peut trouver des modèles de fondation qui permettent de construire de façon plus sécuritaire sur les sols argileux, afin de ne pas mettre la vie ni l'argent des gens en jeu. Deuxièmement, notre projet permet aussi d'optimiser l'écologie, puisque la création de béton crée énormément de GES. Donc, trouver que des fondations qui utilisent moins de béton produiraient un résultat similaire à des fondations qui demandent plus de béton serait très intéressant afin de limiter notre usage de ce matériau et pouvoir être plus écologique. Et finalement, les changements climatiques ont créé plus de météo imprévisible,
tels que des pluies diluviennes ou des inondations, qui vont avoir tendance à accentuer les problèmes de l'argile en l'humidifiant, tel que nous l'avons mentionné plus tôt. En somme, merci de nous avoir écoutés. C'était notre projet d'intégration et merci à Montmorency ainsi qu'à son département de physique et géologie pour nous avoir permis de créer ce projet.